Olivier est biologiste, Olivier Amand, pardon, est biologiste, spécialiste du vivant, directeur de recherche à l'ENS Lyon et à l'INRAE. L'INRAE, c'est l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Il est également directeur de l'Institut Michel Serres pour les ressources et les biens communs. Donc voilà des sujets sur lesquels nous sommes particulièrement sensibilisés. Il nous propose aujourd'hui un antidote au culte de la performance. Alors, antidote, ça veut dire qu'a priori, le culte de la performance serait une sorte de poison. La proposition qu'il nous fait est inspirée de l'observation scientifique du vivant à laquelle il nous ramène. Tu nous montres, Olivier, que le vivant est fondamentalement régi par des lois et des modes d'organisation qui sont aujourd'hui plutôt vus par notre manière d'agir, non pas comme, mais en maître et possesseur de la nature. La nuance est relativement importante. C'est-à-dire un prédateur sans limite, et que le culte de la performance dans son exagération est devenu contre-productif et même mortifère. Entre la tentation de la fuite en avant, le productivisme, post-humanisme, que sais-je, et celle du recul, décroissance, sobriété, tu nous présentes une troisième voie qui est celle du vivant, qui a fait la preuve de sa durabilité, 4 milliards d'années, excusez du peu, en ne cherchant pas à être performant, mais tu expliqueras le sens de ce mot, en étant robuste. Ton travail sur le vivant rejoint le nôtre sur les vivants. Ta réflexion, à la fois très stimulante et déroutante au sens propre, résonne beaucoup avec les travaux du cercle autour de la notion de vulnérabilité, à savoir à la fois comme risque et comme ressource de vie. On pourrait dire que cette vulnérabilité est perçue en soi comme un défaut de performance, qui repose sur un fonctionnement que d'aucuns diraient dégradé, qu'on pourrait qualifier de sous-optimal. Donc tout ça sont des choses sur lesquelles tu vas venir. Nous croyons au cercle cependant que la vulnérabilité est une clé certes contre-intuitive, mais en capacité de répondre aux enjeux de l'anthropocène. Et donc, puisque la fonction de la science est d'opposer aux croyances et aux dogmes un regard né de l'observation objective du réel, merci de nous proposer ce soir ce pas de côté, cette mise au point par rapport au culte de la performance, pour nous aider à nous réinspirer du vivant et faire en sorte que nos actions aillent dans le sens d'une plus grande vitalité des personnes, des organisations et des systèmes, plutôt que dans le sens de leur épuisement et de leur mort. Et pour que peut-être Sapiens n'oublie pas que ce qui le distingue en tant qu'homme n'est peut-être pas tant son génie que la sagesse, puisque c'est bien l'étymologie du mot sapiens. Je souligne que tu es l'auteur de plusieurs ouvrages, donc la troisième voie du vivant que je viens d'évoquer, également un tract Gallimard que j'ai là aussi sous la main, et je vais m'empresser de vous montrer, voici, Antidote au culte de la performance, la robustesse du vivant, et puis un ouvrage à paraître la semaine prochaine qui s'intitule De l'incohérence, toujours chez Odile Jacob, ton éditeur, et dont tu diras aussi peut-être quelques mots, qui est un ouvrage plutôt de philosophie politique, qui pour un biologiste, je trouve, est assez audacieux. Merci beaucoup, Olivier, de ta présence à nos côtés ce soir, et je te laisse maintenant nous exposer ta vision des choses. Merci Tanguy et merci Edouard et merci tout le monde de votre accueil. Je suis ravi de parler à ce cercle vulnérabilité et société. Il y a des résonances multiples avec en effet mes travaux et mes histoires de robustesse. Alors je vais partager mon écran. Allons-y, tac, voilà. Donc normalement vous allez voir mon écran comme il faut. Je passe en mode plein écran et voilà. Normalement c'est bon, là vous devez voir ce qu'il faut. Alors, la troisième voie du vivant. Donc, du coup, je démarre avec ce tableau du douanier Rousseau, parce que c'est notre lien à la nature. Quand on est un enfant, c'est plutôt ça, en fait. Quand on regarde la nature, c'est quelque chose de foisonnant, un peu surprenant, avec plein de couleurs, voilà, faire des choses étonnantes. Et puis, en fait, quand on regarde bien ce qu'on en a fait de la nature, c'est plutôt ça. Alors, je caricature, évidemment, ce n'est pas que ça. Mais on l'a rationalisé, on l'a optimisé, on l'a mis sous contrôle, sous l'injonction de performance. Alors, il faut que je définisse la performance pour qu'on soit d'accord. De quoi on parle? La performance, c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible.
Donc, quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et donc, quand on optimise, on augmente les performances. On atteint son objectif encore plus vite et avec encore moins de moyens. Donc ça, c'est voilà, l'agriculture, typiquement, c'est un champ, si je puis dire, qui est optimisé. Et donc, c'est pas que l'agriculture, évidemment, les villes, hein, l'urbanisme, voilà, c'est un autre exemple d'optimisation dans tous les tournants, voilà, pour les piétons, pour les voitures, pour les cyclistes, pour les habitants. De nouveau, voilà, la faune, l'industrie, là, c'est une industrie de poules. Et puis, en fait, on se rend compte que cette optimisation, elle devient contre-productive. Alors, dans le secteur de la santé, c'est particulièrement évident. On a optimisé les hôpitaux, hein, et c'est le mot qu'on a employé hein, quand même. On a optimisé les services. Et puis, bah, pendant la crise Covid, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait aucune marge de manœuvre. Et maintenant, on n'a aucune marge de manœuvre, même quand on n'est plus en crise Covid. Donc, on voit que l'optimisation, on l'a poussé assez loin et que bah, ça devient très, très fragile. Alors du coup, c'est mon point d'entrée, ce culte de la performance. En fait, l'optimisation continue comme ça, là, on n'arrive plus à la questionner. Donc j'aimerais vous donner des arguments pour questionner, pour critiquer la performance. Alors, le premier argument, eh ben, c'est celui-là, c'est que optimiser fragilise. Optimiser fragilise. Quand on optimise, donc là vous avez un exemple, hein, c'est mon exemple favori, c'est le canal de Suez. Là, vous avez deux optimisations qui se rentrent l'une dans l'autre le porte-conteneur qui optimise le transport maritime international, le canal de Suez qui optimise le transport maritime international. Et quand il y en a un qui est oblique dans le canal, enfin un porte-conteneur qui est oblique, d'un seul coup, l'Europe se rend compte qu'elle dépend de la Chine et de l'Inde pour des produits vitaux comme les médicaments, par exemple. Donc voilà, ben, ça c'est optimiser fragilise. Hein, donc ça tient en deux mots, hein, la critique. Deuxième critique qu'on peut faire, c'est l'effet rebond. Alors, je vais prendre mon exemple favori des frigos, parce que tout le monde voit bien ce que c'est qu'un frigo. Dans les années 60, il y avait peu de frigos, et ils étaient très énergivores, c'était des grosses machines qui consommaient beaucoup d'énergie. Donc, on a fait beaucoup de progrès, on a fait des gains de performance, des gains d'efficience énergétique. Et donc, les frigos sont plus petits, consomment moins d'énergie, mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause de ça, ils deviennent plus attractifs, ils coûtent moins cher, et du coup, on les a multipliés. On les a déclinés, la cave à vin, on les a connectés, on a fait des frigos américains et aujourd'hui, la population mondiale de frigos consomme plus d'énergie. Donc ça, c'est pour les frigos, mais c'est pareil pour les avions. Hein. Les avions consommaient énormément de kérosène dans les années 60. Aujourd'hui, ils en consomment beaucoup moins, mais par contre, on a multiplié les vols. Et donc, évidemment que ça consomme plus de kérosène, l'aviation, aujourd'hui que dans les années 60. Et donc, c'est vrai pour le charbon, pour le pétrole, pour la lessive concentrée, pour le nombre de fois où vous mettez un mot de passe sur votre ordinateur. La sécurité aussi est soumise à l'injonction, enfin à cet effet rebond, hein, finalement. Donc ça, c'est l'effet rebond, c'est très prévalent et on en parle de plus en plus, hein, d'ailleurs. Donc c'est heureusement. Donc c'est une deuxième critique qu'on peut faire de la performance. Troisième critique, hein, c'est la loi de Goodhart. C'est ma loi préférée, hein, celle-là. La loi de Goodhart, elle dit, quand une mesure devient une cible, elle cesse d'être fiable. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que dès qu'on met un indicateur de performance quelque part, ça devient toxique. Alors l'exemple typique là, que je prends avec cet exemple-là, c'est le sport de compétition. Dans le sport de compétition, on va vouloir atteindre la meilleure performance, on veut être sur le sommet du podium. Et qu'est-ce que ça peut amener à faire? Du dopage. Le dopage, c'est un exemple typique de loi de Goodhart en action. C'est-à-dire qu'on est sportif, son outil de travail, c'est son corps, et on va s'intoxiquer pour atteindre la meilleure performance. Vous voyez quand même la dissonance, hein, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est quelque chose qui est sorti en 2023. Maintenant, on parle de faire les Enhanced Games, donc les Jeux augmentés. Donc, c'est des sortes de Jeux olympiques où on autorisera le dopage. Donc là, on va aller voir le spectacle. En fait, ça va être d'aller voir des sportifs qui vont se tuer à la tâche. Donc, il faut quand même réaliser dans quel monde on est, hein, quand même. Hein. Et ça, c'est l'injonction de performance, quoi. Donc, en effet, comme le disait Tanguy, c'est un projet mortifère, hein, la performance. Alors ça, c'est le troisième argument. Mon dernier argument, évidemment, eh ben, c'est en fait que ça a un coût, hein, tout ça. Hein. La performance, en fait, notre performance a un coût environnemental énorme. Ce sont les écosystèmes qui payent l'addition de notre performance. Donc, il y a plusieurs sujets, hein, évidemment. Il y a pénurie de ressources, crise climatique, effondrement de la biodiversité et pollution globale. Hein. C'est ces sujets-là.
Alors, je ne vais pas vous faire un constat environnemental, hein, ce n'est pas le sujet. Je pense que vous êtes bien au courant. En fait, il y a un seul mot à retenir hein, de tous les rapports du GIEC, de l'IPBES, de l'IUCN. C'est le mot qui est en rouge là, c'est le mot fluctuant. Ce que nous disent tous les rapports scientifiques, mais ce n'est pas seulement les rapports écologiques hein, d'ailleurs, hein, c'est la même chose du côté de la CIA, de l'OCDE, du Forum économique mondial. Eh ben, ils nous disent tous hein, que le 21e siècle sera fluctuant, sera turbulent. C'est ça le mot-clé. Et du coup, ça change pas mal de choses. Ça veut dire qu'on est en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. Et ça, c'est un changement copernicien, hein. Ça fait 10 000 ans, hein, depuis le néolithique, grosso modo, qu'on est dans un monde qui mise sur la stabilité. Et là, on va rentrer dans un monde où les écosystèmes vont devenir très fluctuants. Alors, il y a Christophe Bonneuil qui avait d'ailleurs une expression que je trouvais assez pertinente là-dessus, parce que Tanguy, tu parlais de Descartes. Donc, à l'époque de Descartes, l'idée, c'était de réveiller la nature, en fait, hein. On disait, voilà, la nature est endormie, on va la réveiller, quoi. Et avec ça, on va voilà, augmenter les rendements voilà, et avoir du confort, quoi. Et ben, aujourd'hui, le paradoxe, c'est que ce sont nos institutions qui sont endormies, mais par contre, la nature se réveille. Les méga-feux, les méga-inondations. Et du coup, bah, c'est cette inversion-là dans laquelle on est, hein. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin du néolithique. Ça fait 10 000 ans que les humains veulent contrôler la nature. C'est ça le néolithique, hein. Quand on invente l'agriculture, la domestication, la sédentarisation, l'idée c'est de contrôler la nature. Et bien aujourd'hui, notre excès de contrôle nous fait perdre le contrôle. Et donc c'est vraiment une révolution totale. On est en train de rentrer dans le monde où on va perdre le contrôle, où on est en train de perdre le contrôle de notre environnement. Alors là, notre réponse, qu'est-ce que c'est notre réponse? Donc les enjeux sont énormes, hein. Encore une fois, je ne donne pas de chiffres, mais les enjeux sont énormes. Alors quelle a été notre réponse jusque-là? Encore plus de performance. Et donc là, vous voyez, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment addict. C'est-à-dire que la performance est la cause des fluctuations du monde, de la dégradation de notre habitat. Et la solution que l'on trouve, c'est d'augmenter les performances. Alors, je vous donne un exemple. Ici, là, les éoliennes géantes, là, par exemple, donc des éoliennes qui sont au large du Royaume-Uni, qui font 260 mètres de haut. Donc, c'est grand comme une tour Eiffel, hein, grosso modo. Ces éoliennes géantes, qu'est-ce qu'ils ont? Donc, du coup, il y a des pales de 100 mètres de long. C'est du composite, recyclable, réparable, hein. On les enfouit hein, quand ça marche plus. On les enfouit dans le sol, comme ça. Dedans, il y a du balsa qui vient des forêts équatoriales. Et à l'intérieur, il y a un aimant de 7 tonnes qui est bourré de terres rares. Donc là, il n'y a plus rien d'écologique hein, là-dedans, hein. C'est du productivisme. Malheureusement, j'ai rien contre les éoliennes, mais il y a des critiques à faire des éoliennes géantes. Les éoliennes géantes, on a complètement oublié la question de départ, quoi. Donc, on est coincé dans le logiciel de la performance, quoi. Donc, il y a plein d'autres exemples, hein. Je peux peut-être juste prendre un autre exemple, c'est les ampoules basse consommation. Ces ampoules qui consomment moins d'énergie, mais dedans, il y a du mercure. Donc, en fait, on va réduire la consommation énergétique et on va diffuser du mercure dans les foyers. Enfin, faut vraiment quand même réaliser que c'est quand même très maladroit jusqu'à présent nos réponses aux enjeux environnementaux. Donc, malheureusement, manifestement, on ne se pose pas la bonne question. Alors, c'est là qu'on peut citer Albert Einstein, en tout cas une citation qu'on attribue à Albert Einstein. On ne peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée que celle qu'il a créée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, ça veut tout simplement dire que c'est la performance, la cause de la dégradation du monde. Il est peu probable que la performance sera aussi la solution. La solution, ce sera autre chose. Il faut changer de logique, quoi. Alors, la question, c'est la question en fait qu'on peut se poser, la première question à se poser dans ce 21e siècle très fluctuant, eh ben, c'est tout simplement comment habiter un monde fluctuant. Et il se trouve que les êtres vivants, ça fait des millions d'années qu'ils vivent dans un monde fluctuant. Donc, il y a peut-être des leçons à apprendre du vivant. C'est un peu une librairie de solutions, ces êtres vivants, pour habiter le monde fluctuant. Et donc, du coup, ben, allons voir qu'est-ce qui se passe chez les êtres vivants. Est-ce qu'il n'y a pas voilà, des leçons, des recettes à apprendre pour habiter ce monde fluctuant? Alors, ça se dit en deux mots. Alors, le premier mot, c'est le mot interaction. Les êtres vivants font des interactions. Et à la limite, c'est tout. Il y a pas d'objectif, ils font juste des tas d'interactions. Donc là, je vous prends juste un exemple que tout le monde connaît bien. C'est dans les forêts, les arbres font des interactions dans tous les sens, mais notamment dans le sol avec des champignons.
Donc là, vous avez dans ce réseau-là qui est pris d'une publication scientifique, c'est un sol forestier japonais. Les points rouges, ce sont des plantes, et les points bleus et jaunes, là, ce sont des espèces de champignons différentes. Et donc, en fait, ce qu'on voit, ben, c'est qu'une plante interagit avec des tas d'espèces de champignons différents. Et ces champignons interagissent avec d'autres plantes. Donc, c'est tout un réseau d'interactions. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres champignons qui ne sont pas listés dans cet article. Et il y a aussi les bactéries. Donc, en fait, un être vivant, c'est un réseau d'interactions avec des millions d'interactions. C'est ça qu'il faut réaliser, quoi. C'est que c'est vraiment un énorme réseau d'interactions, quoi. Donc, c'est pas du tout de l'optimisation. Vous voyez, au contraire, on diversifie les interactions, quoi. Alors, que font les êtres vivants avec toutes ces interactions? Parce que c'est bien beau de faire des interactions, mais en quoi ça répond à la question des fluctuations? Ben, ce qu'ils font avec ces interactions, c'est de la robustesse. Alors, la robustesse, c'est quoi? La robustesse, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Maintenir le système stable malgré les fluctuations. C'est la définition physique, scientifique de la robustesse. Et alors, comment font-ils, ces êtres vivants? Ben, en fait, quand on regarde les réseaux des êtres vivants, quelles sont les grandes valeurs qu'on trouve, hein? Donc, dans les réseaux métaboliques, dans les réseaux moléculaires, dans les réseaux de neurones, dans les réseaux des écosystèmes, donc dans tous les réseaux du vivant, à toutes les échelles. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Inefficacité. Il n'y a pas d'objectif chez les êtres vivants, hein. C'est ce que disait Darwin, hein. L'évolution est aveugle. On ne sait pas où elle va. Hétérogénéité, il y a énormément d'hétérogénéité chez les êtres vivants. Pensez à la biodiversité, hein, c'est hyper hétérogène. L'incertitude, beaucoup d'incertitudes chez les êtres vivants. Il y a beaucoup de processus qui sont aléatoires. Il y a un champ de la biologie qui s'appelle la biologie stochastique, qui n'étudie que les processus aléatoires chez les êtres vivants. Donc c'est pour vous dire que c'est loin d'être anecdotique, hein. Il y en a vraiment énormément. Beaucoup de lenteur, de délai. En fait, la plupart des êtres vivants fonctionnent sous des modes oscillants. Donc ça oscille tout le temps. Et donc, donc c'est par exemple, hein, les oscillations auxquelles on peut penser, c'est le cycle menstruel, le cycle cellulaire, le cycle circadien. Enfin, il y a des cycles partout, hein. Et ben, pour maintenir des oscillations comme ça éternellement, il faut maintenir activement un délai. Vous savez, c'est comme la douche du matin, hein, entre l'eau chaude et l'eau froide. Ben, si vous raccourcissez le délai, vous aurez de l'eau tiède, quoi. Mais si vous maintenez un délai, ça va osciller comme ça très longtemps, quoi. Bon, ben, les êtres vivants ne réduisent pas les délais, ils les maintiennent. Beaucoup de redondance, hein, beaucoup de redondance. Alors, vous pouvez penser à un arbre. Un arbre, voilà, c'est invraisemblable le nombre de feuilles qu'il y a sur un arbre. Les êtres vivants sont des êtres redondants. Pensez au nombre de globules rouges que vous avez dans le sang. C'est pareil. En fait, on est très redondant. Beaucoup d'incohérences. Alors, les incohérences, c'est l'idée en fait d'une contradiction interne dans le système. Donc, bah, en fait, c'est ce qu'on voit dans les réseaux métaboliques notamment. On voit des facteurs qui activent et inhibent la même cible. Donc, si vous voulez avoir une image mentale d'un être vivant, hein, c'est l'exemple que je prends souvent, c'est un automobiliste qui aurait le pied sur le frein et sur l'accélérateur en même temps. Et là, vous avez une bonne image mentale de ce que c'est qu'un être vivant. Donc, c'est en effet très incohérent. Et alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Eh bien, en fait, ça secoue, quoi. Quand on a à la fois, quand on freine et qu'on accélère en même temps, ça secoue. Et en fait, ce jeu dans les rouages, eh ben, c'est le meilleur bouclier contre les fluctuations extérieures. En fait, ça rend le système plus dynamique, plus instable. Et en fait, d'être bancal comme ça en permanence, eh ben, ça permet de mieux accommoder les fluctuations extérieures. Et donc, l'incohérence, elle est absolument indispensable à la vie. Et finalement, l'inachèvement, parce que bah, c'est tout simple, hein, quand les êtres vivants sont achevés, ils sont morts. Donc là, actuellement, vous êtes inachevé, vous êtes en train de vous régénérer, hein, moi aussi d'ailleurs. Donc on est tous et toutes vivants, là. Alors du coup, ce que vous voyez dans cette liste-là, ce programme politique, hein, j'ai envie de dire, ce programme politique du vivant, ce sont que des contre-performances en fait. C'est ça qu'on trouve, hein, au cœur du vivant. S'il y a une seule chose à retenir du vivant, c'est ça. C'est ce qu'il y a au cœur du vivant, des contre-performances. Et ces contre-performances, elles ajoutent du jeu dans les rouages, elles augmentent les marges de manœuvre, et c'est ça qui construit la robustesse. Donc en fait, si je vous le dis différemment, les êtres vivants ne sont pas performants et robustes, ils sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. Et donc vous voyez que c'est là que c'est assez incroyable d'aller voir dans les vivants, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver une recette chez les êtres vivants pour habiter le monde fluctuant et qui accommoderait notre performance. Les êtres vivants sont beaucoup plus frontaux, beaucoup plus brutaux avec nous. Ils nous disent non, pour être robuste, il faut aller contre la performance. On ne peut pas faire performance et robustesse. Ça s'oppose, quoi. Alors, je vais vous donner juste un petit exemple pour que vous perceviez votre propre contre-performance.
de façon un petit peu émotionnelle. Voilà ce petit schéma que j'aime beaucoup parce que voilà, ma question ce serait qu'est-ce que vous voyez sur ce dessin-là finalement, hein. Donc, alors, si vous êtes comme moi, bah, vous allez voir des spirales. Et en fait, alors vous pouvez faire l'exercice, hein, si vous mettez votre souris et que vous faites le tour, là, je fais le tour et je reviens au point de départ, hein. Donc ce sont que des cercles concentriques. Donc ça, c'est une illusion d'optique. Et alors, vous voyez, même au centre, hein, même là, hein, ce sont que des cercles, hein. Ben, en fait, cette illusion d'optique, ça révèle que en fait, on se fait avoir facilement finalement. On n'est pas très malin, quoi. Voilà, des pixels blancs et noirs et hop, on se fait avoir, quoi. Donc ça veut dire que notre relation au monde, c'est un peu un fantasme en fait. On ne voit pas la réalité. Notre cerveau reconstruit quelque chose qui doit être une approximation de la réalité, mais en fait, voilà, il y a quand même des ratés, hein, très clairement, quoi. Donc voilà, on n'est pas très performant, même si on est le sommet de l'évolution, hein, soi-disant, hein. Donc vous voyez, en fait, on se fait avoir avec des pixels blancs et noirs. Alors, je vais quand même sortir de ce côté un peu à la surface pour vous donner deux exemples, quand même, en biologie, pour vous le démontrer, hein, cette histoire de robustesse construite contre la performance. Alors, c'est l'histoire de la température corporelle. Vous savez, donc, on est à 37 degrés, hein, nous, les humains. Et puis, quand il y a un virus, une bactérie qui rentre dans notre corps, on augmente en température, on a de la fièvre. Et donc, on peut monter voilà, 38, 39, 40 degrés. Alors, si je mesure l'activité des enzymes, une par une, en tube à essai, là, eh ben, je vais trouver que l'optimum d'activité des enzymes, c'est pas 37 degrés, c'est 40 degrés. Donc, ça veut dire qu'à 37 degrés, notre corps ne fonctionne pas très bien. Il fonctionne de façon satisfaisante. Good enough. Par contre, à 40 degrés, là, on est au top de la performance. C'est vraiment le moment où notre métabolisme, et notamment notre système immunitaire, est au maximum de sa performance. Alors, vous voyez le truc, en fait, c'est tout simple. Il y a deux choses, hein. La première chose, c'est qu'on est à 37 degrés, donc voilà, on a un corps qui est à 10-12 sur 20, quoi, voilà, mention passable, hein. Ben ça fonctionne. Et ça permet de garder beaucoup de marge de manœuvre pour pouvoir gérer une fluctuation, ben, un pathogène qui rentre dans le corps, quoi. Et la deuxième chose, c'est que les êtres vivants ne font pas que de la robustesse, ils autorisent la performance, mais c'est sur dérogation. Il faut vraiment qu'il y ait une bonne raison. Et vous voyez, et ça dure pas très longtemps non plus, hein. 40 degrés, c'est 3 jours, hein. Après 3 jours, les protéines se dénaturent et là, on fait un burn-out moléculaire, hein. Donc là, c'est tout le système qui est en shutdown, hein, après 3 jours à 40 degrés. Donc en fait, ça devient mortel, hein. Donc on ne peut pas rester comme ça à 40 degrés non-stop si longtemps, quoi. Donc ça, voilà, c'est un premier exemple pour en fait, toucher du doigt quoi, que les êtres vivants ne sont pas performants, ça leur laisse des marges de manœuvre et comme ça, du coup, ils sont robustes, quoi. Alors, je vais vous donner un deuxième exemple. C'est l'exemple de la photosynthèse. La photosynthèse, donc, ça existe depuis 3,8 milliards d'années. C'est extrêmement ancien, hein. C'est un des premiers mécanismes biologiques, hein, finalement. Et cette photosynthèse, donc, c'est ce qui permet de transformer un gaz, le CO2, en fibre de carbone. Et le rendement énergétique de cette photosynthèse, aujourd'hui, hein, c'est moins de 1%. C'est-à-dire que les plantes gâchent 99% de l'énergie solaire. Donc, si vous voulez, c'est vraiment un rendement qui est très très faible, hein. C'est vraiment, on peut difficilement faire plus faible, à vrai dire, hein. Donc, et pourtant, ça nourrit tous les écosystèmes sur Terre, ou la quasi-totalité des écosystèmes sur Terre. Donc, il faut vraiment arrêter avec l'idée du vivant qui optimise, qui est économe, hein. Non, non, le vivant gâche énormément de ressources, hein. Il y a vraiment un gâchis énorme d'énergie. Alors, on pourrait se dire, oui, mais alors c'est peut-être parce que voilà, c'est peut-être la première étape qui n'est pas très performante. Alors, si on descend la chaîne alimentaire, hein, bah, c'est pareil, hein. Les herbivores qui mangent des plantes, ils dissipent 90% de l'énergie. Les carnivores qui mangent des herbivores, de nouveau 90% de pertes. Donc, il y a beaucoup de gâchis, quoi, hein. C'est vraiment pas du tout performant, cette histoire-là. Alors évidemment, on peut se demander pourquoi la photosynthèse est si peu performante. Ben, aujourd'hui, on sait pourquoi, et je vais vous le dire en un mot. En fait, il s'agit de gérer les fluctuations biologiques et les fluctuations lumineuses. Dit autrement, si on avait augmenté le rendement de la photosynthèse, enfin si le rendement de la photosynthèse était plus élevé, et si d'un seul coup il y avait un rayon de soleil un peu plus intense que d'habitude, la plante prendrait feu. Et donc, évidemment, ce serait pas très robuste, quoi. Donc, en fait, il faut ça de marge de manœuvre pour assurer une photosynthèse robuste. Et donc, c'est ça, en fait, ce que font les êtres vivants. Ils mettent des marges et ils augmentent beaucoup leurs marges pour assurer la gestion des fluctuations d'abord. En fait, les êtres vivants se construisent sur les fluctuations. Ils se construisent sur leurs points faibles pour pouvoir gérer les fluctuations et donc développer une robustesse.
Alors, si je bascule dans le monde social, eh ben, réaliser ça, en fait, ça nous amène à questionner le progrès, la définition du progrès. Jusqu'à présent, le progrès, ça a été défini par des gains de performance. Les collectifs, les processus, voire même les individus, on les a poussés à être de plus en plus performants, de plus en plus efficaces, de plus en plus efficients. Et ce qu'on voit, donc cette flèche bleue du progrès, là, c'est que plus on augmente en performance et plus la viabilité de l'humanité sur Terre est menacée. Donc c'est ce que Tanguy disait sur l'Anthropocène. La crise socio-écologique fait que certains territoires de la Terre vont devenir inhabitables. Et si on continue sur la voie de la performance, c'est toute la Terre qui peut devenir invivable. Donc c'est très clairement, on ne pourra pas continuer sur la flèche du progrès guidée par la performance. Dans un monde qui devient de plus en plus fluctuant, en fait, c'est assez simple. Le futur du progrès, eh ben, il faut changer d'axe. Le futur du progrès, c'est d'augmenter la robustesse. Et on n'aura pas le choix, hein. Le monde va devenir plus fluctuant sur tous les plans, hein, sur le plan écologique, sur le plan social, sur le plan géopolitique. À vrai dire, on y est déjà, hein. Les méga-feux, les méga-inondations, les remous sociaux, les crises géopolitiques, hein, enfin, je ne vous fais pas un dessin. On est déjà dans ce monde fluctuant. Donc, on est déjà dedans. Et ben, du coup, le progrès va être défini par des gains de robustesse. Et vous voyez, c'est sur un autre axe. On ne peut pas être très performant et très robuste. C'est physiquement impossible. Et du coup, bon, bah, c'est quelque part la réponse à la fin du néolithique. C'est-à-dire que si notre excès de contrôle nous a fait perdre le contrôle, et ben, du coup, les sociétés humaines vont être guidées par des gains de robustesse. Alors, quand je le dis comme ça, vous pourriez me dire, oui, bah, c'est quand même un peu utopique, hein, parce que quand on voit les actionnaires qui veulent de la performance financière, quand on voit les clients qui veulent des objets pas chers et tout de suite, voire même dans les hôpitaux, on veut être soigné tout de suite le plus rapidement possible, à moindre coût. Enfin, bon, tout le monde veut de la performance, hein, finalement. Donc, on pourrait se dire, oui, bah, en fait, très bien, c'est comme ça que fonctionnent les êtres vivants, mais nous, ça ne va pas le faire, quoi. On ne va pas arriver comme ça à basculer de la performance à la robustesse. Alors là, je vais prendre une nouvelle analogie, c'est l'analogie des nuées d'oiseaux. Les nuées d'oiseaux, donc les nuées des tourneaux, hein, par exemple, on voit, ça fait des nuages comme ça d'oiseaux là, et puis on voit d'un seul coup, ils tournent à gauche, ensuite ils tournent à droite, donc ça paraît comme ça un peu étonnant là, mais on peut se demander qui décide de tourner à droite ou à gauche dans ces nuées d'oiseaux. Bah, ce sont les oiseaux qui sont à la périphérie du groupe. Ce sont les oiseaux qui sont aux marges du système. Les oiseaux qui sont au cœur du système, ils n'ont que deux choix, c'est de suivre le groupe, hein, ou partir, quoi, ou mourir. En fait, c'est ça qui fait la cohésion du système, quoi. Donc, en fait, le message de ces nuées d'oiseaux, c'est que dans tout système, que ce soit un système biologique, un système social, un système physique, un système bascule toujours par les marges, parce que ce sont les marges du système qui sont sensibles aux fluctuations de l'environnement. Et du coup, bah, pour nous, dans ce basculement de la performance à la robustesse, il faut regarder aux marges de la société. C'est aux marges de la société qu'on trouvera les initiatives les plus robustes, parce que ce sont aux marges qu'on a les populations qui sont les plus exposées aux fluctuations du monde. Et alors, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, en fait, on trouve qu'on a déjà basculé, du coup. Dans les marges, ça a déjà basculé. Le monde a déjà basculé. Alors, des exemples. L'agriculture. Dans l'agriculture, ce qu'on voit émerger de plus en plus, c'est l'agroécologie. Donc l'agroécologie, hein, c'est une agriculture qui est basée sur la biodiversité cultivée essentiellement. Et c'est une agriculture qui est moins performante. Les rendements en grains sont plus faibles. Mais par contre, c'est beaucoup plus robuste. Donc là, je vous prends l'exemple d'un mélange variétal de blé. Vous avez une vingtaine de variétés en mélange dans la parcelle, là. Ben, avec ça, vous avez une valeur assurantielle, parce que s'il y a une des 20 variétés qui est sensible à un virus, il y en a 19 autres qui sont résistantes. Et puis, vu que c'est des pieds de blé différents, ils vont communiquer les uns avec les autres, ils vont s'échanger des nutriments, des signaux, et la parcelle va devenir plus résistante à la sécheresse et plus résistante aux pathogènes. Et donc là, on va viser plutôt la stabilité des rendements. Donc l'agroécologie, hein, ça explose, hein. Contrairement à ce qu'on entend beaucoup dans les médias là, avec les agriculteurs en colère, hein, le bio, ça a doublé, hein, en 10 ans, hein. Donc c'est vraiment c'est une trajectoire en explosion, hein, et ça ne va pas s'arrêter, hein. Et quand le pétrole sera de plus en plus cher, c'est évident qu'on va basculer vers l'agroécologie encore plus vite. Alors ce qui m'intéresse aussi dans le basculement, c'est pas seulement ça, c'est aussi dans les quantifications, hein. Les mélanges variétaux là, que je vous présente là, en 2010, hein, c'était 5% des surfaces cultivées, hein, pour le blé en France. En 2020, donc 10 ans plus tard, vers Montpellier, on est à 40%. Donc ça a basculé, hein, ça a basculé. Même des grands semenciers, hein, KWS, aujourd'hui, vend des mélanges variétaux.
Donc là, c'est même le cœur du système qui commence à basculer, hein. Donc voilà, donc ça ne va pas s'arrêter. Donc ça, c'est pour l'agriculture, un exemple de robustesse en marche. Deuxième exemple, c'est le tout réparable. Le tout réparable, en fait, il y en a de plus en plus dans tous les secteurs, hein. Donc là, bon, le Fairphone, c'est un peu anecdotique, mais il y a des ateliers de vélo réparables, mais il y a aussi, en fait, c'est plus largement, c'est la bascule de l'économie propriétaire vers l'économie de la fonctionnalité. Michelin qui vend des kilomètres de pneus, Decathlon qui fait des services d'abonnement. Enfin, en fait, c'est que ce soit des petites initiatives ou des grandes initiatives, hein, le tout réparable, le tout adaptable, les systèmes d'abonnement, voilà. Donc, voilà, tout ça, c'est en train de se développer très fort. Ah bah, ça, évidemment que c'est beaucoup plus robuste, hein, parce qu'il y a moins d'empreintes écologiques et surtout, ça mobilise les citoyens, quoi. Si vous voulez, ça questionne aussi ce que c'est qu'un ingénieur dans ce monde-là, quoi. C'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui, dans le monde de la robustesse, c'est quelqu'un qui va faire plutôt de la technodiversité, qui va développer différentes techniques et qui va viser l'autonomie technique des citoyens. C'est ça le futur de l'ingénieur dans le monde de la robustesse. Donc c'est voilà, c'est vraiment et c'est pas non plus technophobe, hein, vous voyez, hein, c'est plutôt technophile parce qu'en fait les citoyens peuvent s'approprier les techniques et puis c'est du local, voilà, enfin, c'est assez facile de s'approprier ces nouvelles technologies, quoi. Alors, un troisième exemple, c'est sur les collectifs. Les collectifs aussi, on voit de plus en plus des solutions robustes qui apparaissent. Donc, par exemple, l'habitat participatif. Donc ça, c'est des habitats où les citoyens se mettent ensemble, ils vont créer, concevoir et gérer leur habitat. Alors ça prend beaucoup plus de temps, hein, c'est moins performant, hein. En moyenne, ça met 5 ans, hein, par rapport à un agent immobilier, on va dire. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que quand on fait ça, alors c'est pas tellement qu'il y a un habitat à la fin, mais c'est surtout qu'on apprend à coopérer. Les habitants de ces habitats participatifs, ben, ils apprennent à se parler entre eux avec des traditions différentes, des cultures différentes, à résoudre des conflits aussi. Donc c'est une école de la coopération, l'habitat participatif. Ben, ça, c'est typiquement une solution robuste dans un monde fluctuant, quoi. Bon, il y a l'école de la coopération, école mutuelle, Montessori, Freinet, enfin, il y a plein d'exemples où c'est un peu pareil, hein, c'est voilà, les élèves qui s'apprennent les uns aux autres, bah, c'est aussi une école de la coopération à un âge plus jeune, quoi. Alors du coup, bah, c'est ça. Mon message finalement, c'est que dans un monde fluctuant, en fait, si je vous le dis différemment, dans un monde stable et abondant en ressources, on fait de la performance. Donc c'est le parasite, hein. Le parasite, pour une échelle de vie, pour son échelle de vie, c'est le monde est stable et il est abondant en ressources. Et du coup, il fait de la performance. Quand on bascule dans un monde qui est instable et en pénurie chronique de ressources, on fait de la robustesse. Quand je dis on, hein, c'est les êtres vivants. Et donc, ce sera aussi les sociétés humaines. Il n'y a pas le choix, hein, il n'y a pas le choix. Donc, du coup, on va basculer de la performance à la robustesse inévitablement. Alors, du coup, évidemment, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous propose, au-delà des initiatives locales, en fait, je vous propose quelques pistes de réflexion pour lancer la discussion. Donc, la première chose à faire, eh ben, il faut vraiment commencer à ringardiser la performance. Alors, c'est vraiment un travail culturel, c'est vraiment un travail mental, culturel, quoi. C'est qu'on est tellement drogué à la performance, on est tellement addict à cette performance, on est sous emprise de cette performance, hein, on est vraiment dans une dérive sectaire de la performance. Ben, il faut la critiquer, quoi. Il faut se désintoxiquer. Et donc, du coup, là, j'ai pris Javier Milei et Boris Johnson. C'est pas tellement les clowns qui sont là, quoi. C'est pas ça qui est ridicule, qu'ils soient persuadés qu'en augmentant les performances, ça va résoudre les problèmes. C'est-à-dire que quand Javier Milei dit qu'il va rendre les services publics plus efficaces en y allant à la tronçonneuse, enfin, c'est vraiment la caricature. Il faut dire là que c'est quand même assez, c'est assez gros, quoi. Mais il se ridiculise quand même tout seul, quoi. Mais en fait, il y a plein d'exemples comme ça, hein. Donc, faut pas hésiter. Voilà, moi, je vous invite à ringardiser la performance. Il y a plein d'arguments pour le faire. Et en fait, ça devient vraiment ridicule. Quand Elon Musk fait une fusée pour aller sur Mars, c'est un projet de mort. C'est-à-dire qu'il fait une fusée pour aller sur une planète où il n'y a pas de vie. C'est un projet ridicule qui n'a aucun sens. Quand Mark Zuckerberg fait un bunker à Hawaï, il fait un tombeau. C'est pas du survivalisme, hein. Enfin, si, c'est du survivalisme, donc c'est pas de la survie, quoi. C'est une école de la violence, hein. Donc ça n'a aucun sens, quoi. Bon, voilà, premier point, regardiser la performance. Deuxième point, c'est questionner les questions. Dans le monde de la performance, c'est les réponses qui comptent. C'est-à-dire qu'en fait, on va rapidement aller aux réponses et on va passer beaucoup de temps sur les stratégies pour implémenter les réponses. Ben non, dans le monde de la robustesse, on passe beaucoup plus de temps sur les questions. C'est la phrase d'Einstein encore, hein. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes sur la question, 5 minutes sur la réponse. Donc ça veut dire que, il faut laisser de la place pour le débat contradictoire, et donc laisser la place aux incohérences, justement, voilà, pour que les incohérences s'expriment, mettre du jeu dans les rouages. Et là, en fait, c'est un test de robustesse qu'on fait passer à nos questions.
Et du coup, plus on passe de temps sur les questions, et plus on est sûr que nos questions sont pertinentes. Et donc après, passer du temps sur les réponses, en fait, ça devient, c'est beaucoup plus rapide, évidemment. Troisième chose, c'est réenchanter le risque. Alors ça, je pense que ça va parler à la vulnérabilité. Réenchanter les risques, mais en fait, ça veut dire que quand on est dans le monde de la performance, on slalome entre les risques. En fait, on fait de l'agilité. On est agile, donc ça veut dire qu'on slalome entre les risques et donc on optimise une trajectoire qui passe entre les risques. Et donc évidemment, quand le monde devient très fluctuant, eh ben, on se prend le mur assez rapidement. Donc ça, c'est le monde des indicateurs de performance. Et ben, dans le monde de la robustesse, on passe des indicateurs de performance aux tests de robustesse. Il n'y a plus d'indicateurs de robustesse. En fait, on fait des tests de robustesse. Donc c'est par exemple faire des tests de fluctuation. Donc voilà, si j'ai une entreprise, par exemple, si le prix du pétrole prend 30% l'année prochaine, est-ce que mon modèle économique est toujours robuste, quoi? Donc c'est ça, un test de fluctuation, hein, par exemple. Donc quand je dis réenchanter les risques, ça veut dire qu'on ne prend pas le risque comme une donnée secondaire, on construit son modèle socio-économique sur le risque. Et donc plutôt que de faire de l'agilité, on fait de l'adaptabilité. L'adaptabilité, ça veut dire qu'on diversifie les solutions, on devient polyvalent, on expérimente, voilà, enfin on fait des choses très très différentes pour être en capacité de répondre à un monde imprévisible. Et donc, c'est ça, réenchanter le risque. Donc, en fait, le risque ne fait plus peur, hein, parce que du coup, on a tout construit dessus, quoi. C'est aussi ça, hein. Et la dernière chose, c'est la posture. La posture, en fait, dans le monde de la performance, le décideur, c'est un meneur au service du pouvoir. Donc le pouvoir, hein, c'est le contrôle et la prédation, hein, pour le dire rapidement. Donc voilà, on prend le territoire. Et donc ça, en fait, ça stérilise, hein, évidemment. Alors du coup, dans le monde de la robustesse, eh ben, c'est l'inverse. Encore une fois, hein, c'est la puissance. En fait, le décideur dans le monde de la robustesse, c'est un facilitateur au service de la puissance. Donc la puissance, c'est des initiatives qui se déploient, qui se propagent. C'est en bottom-up, c'est émergent. Et donc, vous voyez, en fait, ça s'oppose. C'est comme performance et robustesse, il y a une opposition aussi entre pouvoir et puissance. Le pouvoir rend impuissant. Quand on a le pouvoir, en fait, on stérilise son collectif et du coup, il n'y a plus rien qui peut émerger. Quand on est dans la puissance, on peut s'absenter et ça continue de tourner. Voilà. C'est plus autonome, c'est l'autonomie active, quoi. Et ça se propage et c'est créatif et voilà. Voilà, on n'a plus besoin d'être là pour que ça continue à tourner. Donc évidemment que le vivant est dans la puissance, hein, il n'est pas du tout dans le pouvoir. Voilà, bon, je vais m'arrêter là pour qu'on ait du temps pour les questions. Donc, Tanguy, tu as déjà présenté mes bouquins, donc je vais pas en rajouter. Et donc, voilà, je suis prêt pour discuter et échanger avec vous. Je vais arrêter le partage. Merci, merci Olivier. Alors même pour moi, je découvre encore des nouvelles choses, tu vois, donc je toujours une jubilation à t'écouter parce qu'à chaque fois, ta pensée se construit sur les interactions en mode robuste, donc elle s'enrichit en permanence, ça c'est très satisfaisant. J'ai noté dans ta présentation beaucoup de choses qui résonnent, y compris avec les travaux en cours du cercle, des travaux qui portent sur, je pense à la réflexion d'abord sur les vulnérabilités, hein, la manière dont tu identifies que le mouvement vient des marges nous résonne par rapport à notre approche de la vulnérabilité, parce qu'aujourd'hui encore, elle est perçue comme étant quelque chose de marginal, même si nous, on a bien conscience qu'elle est universelle et au cœur du système. Le système perçoit encore les vulnérabilités comme marginales. Donc, on peut s'appuyer sur ces vulnérabilités pour emmener, si je t'entends bien, le système dans une direction plus robuste. Donc ça, c'est intéressant. Être bancal, tu nous dis, ça j'aime bien, parce que le public auquel on s'intéresse est souvent un public qui est perçu comme bancal, sans oublier que pour marcher, il faut commencer par oser être bancal. Donc ça, Absolument. c'est Vous allez bien. il y a une forme de déséquilibre fondamental. Alors, plus largement, les questions sur lesquelles, qui résonnent par rapport à celles que nous traitons aujourd'hui, beaucoup touchent autour de la coopération. On a des travaux autour de l'intergénération. On a des travaux, bien évidemment, autour de l'habitat partagé, des travaux sur le tiers-lieu, voilà, il y a et puis des travaux sur la puissance, pour ne pas parler de pouvoir, évidemment, mais la puissance qui est au cœur de l'expérience de la vulnérabilité. Donc voilà, par rapport à nos membres ce soir, réunis ce soir, je trouve que, vous voyez, qu'on a quand même là une caisse de résonance
qui est intéressante parce qu'elle n'est pas sociologique comme on en a chez nous l'habitude, mais elle est biologique. La question, tu nous dis, on n'aura pas le choix et on va devoir y passer. J'entends bien que le monde va nous y contraindre. La question, c'est est-ce que nous allons être capables de développer une capacité à nous laisser déplacer de la performance vers la robustesse, ou est-ce qu'on va y résister tellement fort que ça va se faire avec beaucoup de casse? Alors là, je ne sollicite pas chez toi le devin, mais quand même, j'aimerais bien avoir ton avis sur ce sujet-là. Est-ce que dans l'expérience du vivant, il y a quelque chose qui est capable de basculer aussi rapidement qu'il le serait nécessaire aujourd'hui, sans que la casse soit exorbitante? Alors, c'est évidemment difficile à prévoir. Je serais assez optimiste quand même. En fait, ce qui se passe pour moi, c'est que dans un basculement, ceux qui s'accrochent à la performance, pour prendre l'exemple de bascule en cours, ils vont partir dans un délire de la performance. C'est qu'ils vont vraiment s'accrocher. Et quand on est dans la performance, ça devient complètement dingue, hein. Donc, voilà, je prenais l'exemple d'Elon Musk et sa fusée, Mark Zuckerberg, il y en a plein d'autres, hein, comme ça, qui sont vraiment dans un délire performant, hein. Et donc, ils vont aller très, très loin dans la performance. Et bon, ce qui m'inquiète, c'est qu'ils peuvent embarquer beaucoup de gens avec eux. En fait, c'est ça qui m'inquiète, hein, c'est que par mimétisme, parce que voilà, on ne questionne pas encore assez la performance, on peut partir, on peut les suivre comme ça, là, et ça, c'est du suicide assisté, hein, très clairement. La performance, c'est s'enferrer dans une voie étroite, hein, dans un monde qui change tout le temps, ça ne marche pas. Alors du coup, dans les systèmes biologiques, on voit des basculements rapides. Et donc, c'est ça qui me rassure un peu, c'est que ça peut se passer très rapidement. Et en fait, ça se passe aussi dans les systèmes sociaux, hein. Il y avait cette fameuse étude là, où les gens avaient analysé toutes les. Alors, je ne sais plus qui avait fait ça, mais c'était une analyse de toutes les révolutions du XXe siècle. Et la question, c'était combien il faut qu'il y ait de gens dans la rue qui manifestent pour qu'une révolution advienne. Et la réponse, c'était 3,5% de la population dans la rue. Donc en France, c'est 2 millions de personnes, hein. Donc c'est très peu. En fait, quand il y a 2 millions de personnes qui manifestent, ça veut dire que la majorité de la population est d'accord, en fait. Et donc ça veut dire que en fait, les systèmes sociaux peuvent basculer très vite aussi. Et alors aussi, ils basculent de plus en plus vite, et ça c'est vrai aussi dans les systèmes biologiques, si c'est après une longue période de stabilité. Alors, pour prendre un exemple dans les systèmes sociaux, c'est la Révolution française, hein, 1789. Il y a plein de raisons, hein, qui font que la Révolution est arrivée, mais une des raisons, c'est le fait qu'il n'y avait pas eu de famine depuis 1709. Donc 80 ans sans famine, c'était une période de stabilité assez unique, hein, dans l'histoire française, quoi. Et donc on avait perdu l'habitude, quoi. Et donc la famine commence à venir milieu des années 80, 1780, et là c'est beaucoup moins acceptable, quoi. Et du coup le basculement va beaucoup plus vite parce qu'on tombe de beaucoup plus haut. Donc là, vu qu'on est tellement performant, bah, que à la prochaine fluctuation, enfin quand on voit le Covid, je prends l'exemple du Covid, en fait c'est pratique parce que le Covid c'est un virus assez banal finalement, qui n'était pas hyper virulent, hein, finalement, hein. Enfin, je veux dire, la grippe de Hong Kong, c'était à peu près pareil, hein, finalement. C'est juste, c'est l'état du substrat qui était dégradé, en fait. C'était nous, les humains, qui n'étaient pas en très bon état, quoi. C'est pour ça que le Covid a eu un effet si fort. Et ben, là, on voit que le basculement, il a eu plus d'effets. En fait, on a été obligé de tous se masquer, on a été obligé de tous s'arrêter parce qu'on était allé trop loin dans la performance, trop loin dans l'optimisation, quoi. Et donc, à la prochaine fluctuation, ma prédiction, c'est que les très performants vont sauter, vont être balayés parce qu'ils seront beaucoup trop fragiles et les robustes vont prévaloir, quoi. Très bien, merci. J'ai une deuxième remarque parce que nous travaillons en ce moment sur la thématique de la résilience du système de santé ou du système médico-social, mais par extension aussi le système de santé. Ta lecture sur le système de santé de la robustesse, ce serait quoi? Parce que là, on est typiquement sur un système qui est hyper performant, avec du lean management à tous les niveaux, avec une optimisation du temps de travail des personnels et ainsi de suite. On voit que le système est en train de s'effondrer. Quand on a fait nos travaux en atelier, on a essayé de dégager une hypothèse de système de santé dans un monde fluctuant et on a été bien en peine de penser un nouveau système de santé dans un monde fluctuant. On était plus à l'aise à penser un système dans un effondrement Mm. que le penser dans une fluctuation. Ouais. Donc, ce serait quoi pour toi la résilience du système de santé dans un monde fluctuant? Alors, le système. Donc là, il y a clairement une question de courage politique, hein. Enfin, du coup, qui va sortir des acteurs de la santé. Il y a un moment où il faut quand même sanctuariser les services essentiels
qui sont pour moi la santé, en effet, l'alimentation, les soins à la ville, on va dire les éboueurs et tout ça, et aussi la culture, hein. Voilà, ça c'est les quatre besoins essentiels, à mon avis, que ceux-là, ils doivent être sanctuarisés. Donc, on a fait l'exception culturelle, on parle d'exception agricole, en fait, il va y avoir une exception de la santé. Et donc, en fait, ça vient, hein. En fait, après chaque traumatisme, on a fait des progrès de robustesse quand même. Il faut aussi considérer le dégel robuste, la sécurité sociale, ça vient après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc, en Mm. fait, à la prochaine fluctuation, certainement qu'on fera des progrès dans le sens progrès de robustesse dans les systèmes de santé. Mais là, à court terme, alors, il y a du courage politique à faire. Il y a aussi cette histoire de considérer de sortir de l'idée que le patient qui entre dans l'hôpital, c'est un cadavre, pour le dire brutalement. Et que quand un patient entre dans l'hôpital, en gros, on le met sur un lit, sur un brancard, là, et puis on le laisse plus rien faire, quoi. Alors que dans plein de cas, dans de nombreux cas, il peut participer aux soins, il peut participer à sa vie dans l'hôpital, il peut même faire des réparations dans sa chambre, enfin voilà, il peut faire des tas de choses, quoi. Ça peut le responsabiliser. Ça a été testé, hein, à l'hôpital Bichat, par exemple. Il y a une expérimentation qui a été conduite comme ça, là, où en fait c'était extrêmement positif. Ils avaient un peu responsabilisé les patients. Du coup, les infirmières, les infirmiers étaient moins sollicités pour des travaux un peu subalternes, quoi, parce que en fait c'était les patients qui se prenaient en main. Du coup, les infirmiers étaient moins interrompus. Les patients eux-mêmes étaient plus actifs et donc ils se soignaient mieux. En fait, ils étaient partie prenante. Ils étaient pas dans la posture du cadavre, hein, quoi. Ils étaient dans la posture de quelqu'un qui se soigne activement. Donc ça a marché très bien. Bon, malheureusement, voilà, il y a eu une question de pouvoir qui a fait qu'ils ont arrêté le projet en cours de route. Mais pourtant, c'était un super projet, quoi. Bah, donc voilà, enfin, il y a des exemples comme ça où on peut imaginer, mais là, en fait, c'est un choix politique. Pour moi, ça dépasse les systèmes de santé. Il faut en fait sanctuariser ces marges de manœuvre, quoi. Ok. Merci Olivier. Alors, vous allez manifester votre désir de poser des questions à Olivier, soit en prenant la parole, soit en levant la main, le pouce, digital ou réel. On a déjà une question de Monsieur Bernard Hervé d'ADEF Résidence que je lis. Merci de cette présentation. Une première question avec la loi de Goodhart. Nous sommes désormais dans une époque de politique d'indicateurs, c'est même la course aux indicateurs. Quel lien avec la performance point d'interrogation. Comment percevez-vous ce mouvement en premier lieu dans un secteur où l'humain est au centre de l'activité? Concurrence entre l'indicateur et l'humain. Bah, donc l'indicateur, c'est le cristal de réduction, hein, quand même, hein. C'est-à-dire qu'en fait, on réduit un humain à un chiffre, pour le dire brutalement, quoi. Donc ça, alors c'est ça qui est extraordinaire dans le monde de la performance, c'est le pouvoir du chiffre. C'est que un chiffre, on peut vraiment le faire marcher. En politique, d'ailleurs, c'est très utilisé, hein. Dès qu'on met des chiffres dans une phrase, tout de suite, on a de l'autorité, hein. Voilà, si je dis que pourtant de X est plus grand que Y, que ça y est, on va m'écouter, quoi. Alors que si j'ai plutôt une phrase qualitative, bah, il y a moins de chances d'avoir de l'impact, quoi. Bon, ben ça, en fait, donc c'est une forme de vigilance. Et donc, en fait, on est dans une époque des indicateurs. Et c'est incroyable, hein, on a des indicateurs pour absolument tout maintenant. Et en fait, en effet, il faut le lier à la loi de Goodhart. Et là aussi, on peut ringardiser l'indicateur, hein. En fait, l'indicateur ne sert qu'à lui-même. Il ne sert pas au système. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que l'indicateur nous fait croire qu'il nous permet de comprendre le système, alors que l'indicateur réduit le système à un indicateur. Voilà. Et du coup, on oublie le système quand on regarde l'indicateur, quoi. Et donc, c'est ce que dit la loi de Goodhart, hein, finalement. Ok, merci. Laure de la Bretèche, directrice de la Caisse des dépôts et consignations. Oui, à la direction des politiques sociales de la Caisse des dépôts. J'ai une question qui me revient à propos d'une anecdote, puisque vous faites très très bien le lien, et merci, hein, c'est passionnant, entre la résilience ou l'adaptabilité du vivant et puis ce qu'on pourrait imaginer pour nous-mêmes. On m'a raconté une anecdote qui était que, mais je ne sais pas si elle est vraie, que dans cette stratégie finalement d'adaptation, justement, un jour de très très grosse sécheresse, après des semaines de sécheresse, il y a un cerisier dans un jardin qui a fait tomber d'un coup toutes ses cerises. Pour l'idée étant que il s'agit de sauver l'essentiel en fait. Donc la nature, elle a aussi une très grande brutalité dans la réaction, et elle est capable de tout sacrifier pour sauver l'essentiel. Et donc
enfin, la question que je me pose, c'est, j'aime beaucoup hein, ce jeu des métaphores et de l'observation, mais jusqu'où peut-on aller pour voilà, faire cet effort d'adaptation à ce que nous sommes, nous, avec nos doutes, nos consciences, nos hésitations. C'est un point clé. Et donc, ça vient à l'opposition qu'on peut faire entre robustesse et résilience, justement. Parce que la résilience, elle est polysémique. C'est un mot qui est très polysémique. Il y a trois définitions de la résilience. Il y a la résilience d'origine, qui est la résilience des sciences des matériaux, donc un matériau qu'on déforme et qui reprend sa forme initiale, quoi. Donc ça, c'est un matériau résilient. Il y a la résilience psychologique. Je tombe et je me relève. Donc ça marche très bien dans certains contextes médicaux particuliers. Quand on commence à le généraliser à tout le modèle socio-économique, c'est toxique. Parce que là, c'est une injonction à tomber pour se relever. Il y a un livre hein, qui tire à boulet rouge sur la résilience, c'est de Thierry Ribaud qui s'appelle Contre la résilience. Il est allé à Fukushima et il a vu la politique nationale de la résilience là-bas qui se résume en une phrase. Pour ne pas avoir peur des radiations, il faut s'exposer. Et donc là, vous sentez l'arnaque hein, quand même. Donc, la résilience vue comme ça, c'est très problématique. Et alors, il y a une troisième définition de la résilience, qui est la résilience socio-écologique, qui, elle, dit c'est la capacité à se maintenir, à s'adapter et à se transformer dans un monde fluctuant. Et du coup, ça commence à ressembler à la robustesse. Alors, du coup, bon, le problème de la résilience, c'est qu'il y a trois définitions différentes, et du coup, on ne sait plus très bien de quoi on parle. Mais quand on reste sur la résilience psychologique, hein, celle que vous preniez, hein, voilà, de tomber comme ça, de laisser tomber toutes les cerises, là, voilà, par exemple, ben, en fait, quand on. Alors, je vais le dire différemment. La résilience, c'est tomber et se relever. La robustesse, c'est se placer dans les conditions dans lesquelles on ne tombe pas. Donc, en fait, si on devait dessiner la résilience, hein, c'est une courbe où on tombe et on se relève. La robustesse, ce sont les bornes qu'on élargit. On élargit les bornes pour autoriser des tas de trajectoires entre ces bornes. Donc, si je le dis différemment, la résilience, ça marche que si on est déjà robuste. Il faut d'abord être robuste et ensuite on est résilient. Alors, c'est ce qui se passe pour les arbres, notamment les arbres qui perdent leurs cerises, ou je vais prendre un cas encore plus dramatique, hein. Un arbre qui se fait couper en deux par la foudre. Voilà. Là, c'est radical. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Bah, dans les arbres, en fait, la partie vivante de l'arbre, dans le tronc de l'arbre, c'est ce qu'il y a sous l'écorce, hein. C'est là qu'il y a les cellules vivantes. Tout le reste du tronc, c'est quasiment que des cellules mortes, quoi. Il y a quelques rayons ligneux qui ont des stocks de sucre. Alors, ces stocks de sucre qu'il y a dans le tronc, là, au cœur du tronc, c'est des stocks stratégiques. Les arbres ne les utilisent jamais, jamais, jamais. Donc, ils vivent tout le temps avec la périphérie, quoi, ce qu'il y a sous l'écorce, quoi. Sauf quand il y a un événement dramatique. Donc, la foudre qui tombe, l'arbre qui se coupe en deux, vraiment une grosse perturbation, quoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les arbres utilisent ces stocks stratégiques, refont des bourgeons, refont des branches, refont des feuilles. Donc, ils vident leur stock stratégique. Et la première chose qu'ils font, c'est de re-remplir, c'est du verbe re-remplir, leur stock stratégique. Et en fait, c'est des stocks qui servent à rien. Ça peut leur servir une fois tous les 100 ans, hein, mais c'est la première chose qu'ils remplissent. Et donc là, on voit très bien le truc, c'est qu'en fait, les arbres, ils font d'abord de la robustesse, et dans cette gamme de robustesse, ils s'autorisent à faire de la résilience. Donc de temps en temps, ils vont perdre leur cerise, quoi. Mais ils ont cette robustesse qui font que bah, même s'ils perdent beaucoup, bah, c'est pas grave, quoi, parce qu'ils sont robustes de toute façon. Donc là, il y a, à mon avis, une belle leçon pour nous, hein. C'est qu'en fait, nous, on a tendance à mettre la résilience d'abord. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que l'histoire, elle est racontée par les survivants, quoi. Et ceux qui sont tombés et qui ne se sont pas relevés, on ne sait pas trop ce qu'ils auraient à dire, quoi. Merci. Qui voudrait intervenir, compléter, questionner? Une question de Dominique Monneron écrite. Est-ce que la robustesse est au fond antinomique de la raison industrielle qui se fonde sur les indicateurs au service de la performance? Mais si c'est le cas, cela ne veut-il pas dire que l'on a besoin de plus de ressources pour atteindre un même objectif? Par exemple, bien accompagner les personnes en perte d'autonomie en satisfaisant plutôt la robustesse que la performance. Oui, alors en effet, c'est une question, parce qu'il y a plus, ça demande plus de ressources, hein. Il y a plus enfin, de gâchis, entre guillemets, voilà, il y a plus de temps, etc. Alors, je prends l'exemple de Buurtzorg, peut-être que vous connaissez, c'est un collectif Oui, d'infirmiers. oui. Voilà, On connaît parce qu'on a un membre qui la met en pratique de manière très opérationnelle. soignants humains, hein, c'est ça en France, hein, je crois que c'est ça. Chez nous, c'est à l'envie.
Alors, ok, d'accord. Bah, voilà, donc il y a plein il y a plein de déclinaisons. En fait, ce qui m'intéresse dans cet exemple-là, c'est que, en fait, vous me corrigerez si c'est pas ce que j'ai compris. Les infirmiers, en fait, ont abandonné les objectifs commerciaux. Donc, il n'y a plus d'histoire d'indicateur, quoi. S'il faut passer plus de temps avec un patient, on passera plus de temps avec un patient. Et ce qui se passe, c'est que donc c'est du gâchis de temps, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas du tout optimisé. On passe plus de temps, enfin d'un point de vue juste comptable, hein, voilà, on passe plus de temps avec les patients. Mais ce qui se passe, c'est que quand on passe plus de temps avec les patients, évidemment qu'on les soigne mieux, qu'on retrouve le sens du métier. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on rend aussi les patients plus autonomes. Donc les patients peuvent faire une part de soins eux-mêmes, quoi. Et au final, il y a un investissement au départ, mais en fait, le patient lui-même devient plus robuste parce qu'il est capable de gérer ses fluctuations, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est dans l'exemple de Buurtzorg aux Pays-Bas, ce qui était incroyable, c'est qu'il y a eu un investissement au départ, mais à la fin, ça a coûté moins cher à l'État, quoi. Donc en fait, c'est au départ, il y a une perte de performance évidente, quoi. Mais en fait, au final, on fait la robustesse et au final, c'est un système qui tient la route, quoi. Donc c'est pas incompatible. En fait, il faut voir ça de façon dynamique. La robustesse, c'est un investissement. Donc à court terme, on perd en performance, on perd de l'argent, ça demande plus de temps, ça demande plus de ressources. Mais c'est la bascule, quoi. Une fois que le système est robuste, en fait, ça va toujours utiliser beaucoup plus de temps, etc. Mais c'est d'autres valeurs qui vont se développer, quoi. Donc par exemple, l'autonomie active, quoi, des patients. Et est-ce qu'il te semble, en attendant que quelqu'un se manifeste pour interroger, est-ce qu'il te semble que nous, dans une société de l'accélération, malgré les toxicités qu'elle développe, est-ce qu'il te semble que nous serions capables de développer une vision à long terme, puisque ce que tu nous décris, c'est de l'ordre du fruit, mais qui vient plus tard, alors qu'on a été biberonné à la rentabilité immédiate, au risque de l'épuisement d'ailleurs. Alors je vais répondre avec un paradoxe. Dans le monde fluctuant, le long terme n'existe plus. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple du Canada en 2021, qui a fait l'expérience d'un dôme de chaleur. Le Canada, en 2021, l'été, enfin l'Ouest canadien, ils ont eu un delta de plus 15 degrés. Ils ont atteint 50 degrés dans l'Ouest canadien. Ça, c'était la température qui était attendue pour 2100, quoi. Eh ben, ils l'ont eu en 2021. Dans le monde fluctuant, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que les valeurs aberrantes arrivent tout de suite. Et donc, du coup, on fait plus d'aller vers, on fait du vivre avec. Et du coup, ça change tout, hein. Et du coup, voilà, on fait vraiment du vivre avec. Et donc, du coup, alors moi, ce que j'ai tendance à dire, j'oppose un peu les choses. Évidemment, il y a un peu de tout, hein. À chaque fois, il faut avoir une vision entre les deux, évidemment. Mais on va plutôt aller vers du vivre avec. Mais quand même, si on veut faire un peu d'aller vers, moi, ce que je trouve assez intéressant, et justement pour prendre en compte le fait que ce long terme n'existe plus, c'est la stratégie Future Design qui a été inventée chez les Japonais, là où en fait, plutôt que de faire de la prospective, hein, de se dire, voilà, on veut aller vers cette trajectoire-là, plutôt se placer dans le futur et avoir une vue rétroactive. Donc en fait, on se place en 2050, on voit où est-ce qu'on veut être en 2050, à quel niveau de robustesse on veut être en 2050, et après on fait du rétro-planning. Et qu'est-ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut être en 2040, où est-ce qu'il faut être en 2030, où est-ce qu'il faut être en 2026. Et alors, ce qui est très, très fort avec cette stratégie-là, c'est qu'en général, ça pousse les personnes à avoir des stratégies plus ambitieuses. Quand on fait du futur rétroactif, ça conduit à des décisions plus ambitieuses au temps présent. C'est un truc, hein, c'est juste parce que notre cerveau a du mal à être très ambitieux quand il se projette dans l'avenir. Alors que quand il fait du rétro-planning, il est plus ambitieux. Juste comme ça, quoi. C'est notre faiblesse aussi, quoi. Il faut jouer avec, hein, voilà. Donc c'est une façon, ça serait une façon de répondre, quoi, en tout cas, une méthode, quoi. Alors, dans l'ordre, Thierry Calva et puis Jean Guerremac. Peut-être Jean, parce que moi j'aurais une question, mais allez-y, Ok, Jean. alors Jean. Oui, c'est une question autour des nouvelles technologies. On a le sentiment qu'aujourd'hui, elles sont extraordinairement prégnantes et que les évolutions sociales sont très, très liées au progrès des technologies, des nouvelles technologies. Mais justement, comment est-ce que, comment dire, est-ce qu'elles jouent dans le sens exclusif de la performance ou est-ce que elles peuvent prendre part à ce basculement vers la robustesse? On se demande un peu comment est-ce que elles se situent là-dedans, alors qu'elles sont d'une puissance de plus en plus spectaculaire, quoi. Oui, oui. Alors, en effet, alors, c'est comme pour tout, pour à peu près tout ce qui nous habite, tous les mots, il y a la version performante et il y a la version robuste.
Donc, je vais prendre un exemple, une imprimante 3D, ça peut être au service de la robustesse. C'est qu'en fait, si on a une imprimante 3D, ça veut dire qu'on est capable de réimprimer toutes les pièces d'un objet. Et donc, l'objet devient réparable pour l'éternité. C'est qu'en fait, quand on achètera un bien à l'avenir, on aura un fichier où on pourra réimprimer toutes les pièces de l'objet et on pourra le réparer soi-même pour l'éternité. Donc ça, c'est des nouvelles technologies, l'imprimante 3D, au service de la robustesse. Après, je prends un autre exemple, intelligence artificielle, Oui. typiquement. L'intelligence artificielle, là, pour moi, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette intelligence artificielle? Actuellement, on utilise l'intelligence artificielle, Total, par exemple, utilise pour identifier des forages pétroliers qu'il n'aurait pas identifiés sans l'intelligence artificielle. Donc, en fait, c'est vraiment au service de la performance la plus ras des pâquerettes qu'on puisse imaginer, quoi. Mais on peut imaginer d'autres choses avec l'intelligence artificielle. Le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle est tellement performante qu'elle ne nous laisse pas le temps Oui. d'imaginer d'autres solutions. En fait, pour moi, le problème principal de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle flatte la faiblesse des humains. Dans le sens où si ChatGPT écrit que le survivant du Titanic, le seul survivant du Titanic, c'était un menuisier et que voilà, il faisait des armoires bretonnes ou je sais pas quoi, on va le croire hein, parce que la syntaxe est très bonne, quoi. Sauf qu'on sait très bien qu'il n'y a pas eu qu'un seul survivant du Titanic, quoi. Donc, en fait, on se fait avoir assez facilement. Alors, juste quand même pour modérer ça, l'intelligence artificielle a quand même un problème, c'est qu'elle n'a pas de corps. Et notre relation au monde, c'est par notre corps. Le cerveau ne fait que du calcul. Les intelligences artificielles ne font que du calcul. Donc, elles n'ont aucune relation au monde. Et donc, en fait, c'est leur faiblesse, c'est leur talon d'Achille, hein. Tant qu'il n'y a pas de corps, une intelligence artificielle, et en fait, alors je vais vous citer Gérard Berry, hein, médaille d'or du CNRS en informatique en 2014. Je vous cite, enfin, je le cite, l'ordinateur est complètement con. Voilà. Je ne peux pas le dire mieux que lui. C'est qu'en fait, un ordinateur, ça ne fait que du calcul. Ça n'a aucune relation au monde. Et donc, c'est la limite des intelligences artificielles. Après, nous, il faut qu'on en soit conscient, les humains, que ce n'est que du calcul, quoi. Et donc, c'est que des indicateurs et tout ça, quoi. Donc, il y a plus du tout de, il y a plus du tout de réflexion et de lien au monde, quoi. Donc voilà, mais j'ai fait une réponse un peu de Normand, hein. Oui, en fait, le monde qui bascule de la performance à la robustesse devrait nous amener à questionner la place qu'on donne aux nouvelles technologies, le temps qu'on se donne pour se les approprier ou ne pas se les approprier, les espaces sans nouvelles technologies, enfin voilà. En gros, c'est toujours des questions de robustesse, quoi, hein. Ouais, quelle place on leur donne, quoi. Je vais répondre par une question, en fait. Et de capacité à rester maître de la machine qu'on a générée aussi, Exactement. en, Alors, en posant une je vision. peux quand même citer une initiative chez les Belges là, qui est super intéressante, c'est le Comité humain du numérique, hein. Donc, c'est une association qui était plutôt dans les services sociaux, hein, Fédération des services sociaux, qui était plutôt au contact de publics plutôt vulnérables, justement. Et ils se sont rendus compte qu'on était en train de leur proposer de tout basculer en numérique. Donc, leur métier avant, c'était de répondre à des personnes, quoi. Et maintenant, c'était plutôt de scanner des QR codes, quoi, hein, pour le dire rapidement. Du coup, évidemment, qu'ils luttent contre ça. Et donc, ils sont en train d'écrire un nouveau code civil à l'ère numérique, qui, en fait, remet le numérique à sa place. Et donc, il y a des articles, hein, c'est comme une nouvelle loi, mais à l'ère numérique, où en fait, les nouvelles technologies sont au service des humains et pas l'inverse, quoi. Donc, vous pouvez aller voir un comité humain du numérique, c'est assez intéressant, leur travail. Et, avant que je donne la parole à Thierry, Monique Girard Colliget nous dit par écrit: Bonsoir, peut-on dire que l'évolution génétique au fil du temps va vers l'adaptabilité et la robustesse? Par exemple, les mouches des îles Kerguelen qui ont perdu leurs ailes parce qu'elles ne pouvaient plus voler à cause des vents très forts. Alors, l'évolution oscille beaucoup. En fait, il y a plein d'inventions et ça se plante et après ça. Donc, même l'évolution n'est pas fiable, hein, au passage, hein. L'évolution darwinienne, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent, hein. Un mammifère, ça dure 1 million d'années, hein, en moyenne, hein. Donc, bon, nous, les humains, on a 315 000 ans, vous voyez, à peu près. Bon, c'est des moyennes, hein, donc on ne peut jamais trop dire, jamais prévoir. Mais voilà, donc c'est l'évolution, on empile, mais il y a aussi beaucoup de pertes, hein, au passage.
Donc ça oscille. Mais c'est plutôt ça, en effet. Alors, l'exemple typique, bah, c'est ce que j'ai mis sur ma couverture de la troisième voie, là, le ginkgo biloba, hein. La feuille de ginkgo biloba. C'est une feuille qui est un peu trop optimisée. Ah bah voilà. Merci Tanguy. La feuille du ginkgo, c'est une feuille qui est un peu trop optimisée par rapport aux feuilles fluorescentes. C'est-à-dire qu'on voit les veines, hein, sont comme ça en éventail, là. Et en fait, si vous faites une coupure au rasoir dans une feuille de ginkgo, ce qui est en aval de la veine va mourir parce que ce sera plus alimenté par la sève et ça ne pourra pas se réparer parce que les veines sont parallèles, quoi. Donc, on ne peut pas se rebrancher, quoi. Si vous faites la même chose avec une feuille de chêne, donc le chêne, c'est beaucoup plus récent, hein, dans l'histoire des plantes. Si vous faites la même chose, vous coupez une feuille de chêne, ce qui va se passer, enfin, vous mettez juste un petit incision, quoi, dans une feuille. La feuille va faire des nouvelles veines pour rebrancher la partie qui est coupée des veines principales et ça va continuer à vivre. Donc en fait, et donc ça veut dire que c'est beaucoup plus le bazar, hein, quand vous voyez la vascularisation des feuilles des dicotylédones, enfin des plantes à fleurs plus récentes, on va dire, c'est beaucoup plus chaotique, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus hétérogène, mais toujours pareil, cette contre-performance les rend de plus en plus adaptables. En fait, ce qui est sélectionné au cours d'évolution, c'est plutôt du générique, quoi. Les spécialistes, c'est plutôt des impasses évolutives, quoi. Ça me fait réfléchir, ça. Même dans le domaine de la science. Oui, c'est possible. Thierry? Oui, merci. Alors, merci parce que c'est extrêmement intéressant. Ça ouvre effectivement beaucoup de perspectives. Je vais essayer d'être clair. Moi, j'avais juste deux questions, enfin, une succession de questions, vous allez le comprendre. Mais la première, c'est que, effectivement, vous expliquez que désormais, dans un monde qui est un monde de fluctuation, le progrès, c'est d'aller vers davantage de robustesse plutôt que, effectivement, davantage de performance. Alors moi, j'ai juste une première question à vous poser, qui est finalement, est-ce que la robustesse en elle-même produit du progrès? Je vais immédiatement illustrer, c'est-à-dire, est-ce que les espèces animales vivent plus longtemps dans de meilleures conditions? Enfin, je prends les animaux parce que sur les plantes. Est-ce que finalement, la robustesse produit du progrès au plan de l'individu? Je pense que vous voyez un peu là où je veux en venir, parce que si on considère que la robustesse, c'est finalement le maintien du collectif, c'est aussi ce que disait Laure sur le fait que le cerisier, ça veut dire que nous-mêmes, en tant qu'individus, il va falloir qu'on regarde différemment nos indicateurs de ce que finalement la performance nous a permise, vivre plus longtemps, avoir des études longues, etc. Donc la question immédiate, qui est la deuxième que je vous pose, c'est si finalement, je pense que vous devriez être d'accord là-dessus, c'est que l'enfant de la performance, c'est la démocratie. L'enfant de la robustesse, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas une forme? Eh oui, parce que est-ce que c'est pas finalement une forme de dictature? C'est si on veut imposer des choses qui sont effectivement plutôt brutales, si on veut, et c'est d'ailleurs c'était dit, hein, si on veut derrière jouer sur le sacrifice, on est quasiment dans l'école utilitariste. C'est John Stuart Mill. C'est vraiment, finalement, on va sacrifier quelques-uns pour le bien-être du plus grand nombre. Voilà, c'était les deux questions que je voulais vous poser. Alors, mais elles se parlent, hein, ces deux questions. Alors, je vais répondre sur la deuxième pour commencer. En fait, ce qu'on voit dans l'histoire, hein, c'est que les démocraties ont émergé quand la performance s'est plantée. En fait, la démocratie, c'est le produit du plantage de la performance. En gros, la performance ultime, c'est la dictature. Et en fait, quand on est un dictateur, on est dans le pouvoir et voilà, on est dans le contrôle, dans la prédation. Ça finit par se casser la figure. Il y a un traumatisme et ce qui sort de ce traumatisme, ce sont des démocraties. Je prenais l'exemple de la sécurité sociale. Là, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, la période 45-48, c'est un grand moment de robustesse. C'est un moment où on va on va faire la Déclaration des droits de l'homme universelle, la sécurité sociale, la Charte de la Havane. Enfin, il y a des tas de textes dans cette période de 45-48 qui sont des textes de robustesse. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la démocratie, c'est le produit en réponse aux excès de la performance. Et en fait, quand on voit l'histoire de l'humanité, pour moi, il y a du déjà là robuste. En fait, on a plutôt incrémenté la robustesse dans le temps long, quoi. En fait, à chaque fluctuation, on a plutôt fait de la robustesse parce qu'on a vu que ça marchait pas, quoi. Après, en général, on reprend ses travers, hein. 45 à 48, on a fait de la robustesse.
Et puis en 48, on est reparti dans les 30 Glorieuses, la grande accélération, et là, on est reparti dans la performance. Et puis après, le modèle néolibéral dans les années 70, et là, ça a encore plus explosé cette performance financière, quoi. Et donc, en fait, on est dans un moment où là, on arrive vraiment à un niveau de performance intolérable, parce que c'est notre habitat planétaire qui se dégrade, et donc, du coup, on va de nouveau avoir ce passage vers la robustesse. Et donc, à mon avis, la démocratie participative, les conventions citoyennes qu'on voit se développer actuellement, c'est une réponse de robustesse à un monde qui a perdu, en fait, où les gens ne vont plus voter. Il y a beaucoup plus d'abstention, il y a plus de polarisation. Comment on répond à cette polarisation? En faisant des conventions citoyennes. La convention citoyenne, c'est l'exemple typique d'un protocole robuste construit sur des contre-performances. Par exemple, pour la Convention citoyenne pour le climat, on a pris 150 citoyens tirés au sort de l'aléatoire. Dedans, il y a des climato-sceptiques, incohérence. Et qu'est-ce que ça produit? Ça produit 149 propositions plus audacieuses que ce qu'auraient fait les députés ou des experts. Et en plus, ça a de la légitimité. Et donc ça, c'est très puissant. Donc c'est voilà, je dirais, sur la démocratie, je serais plus optimiste. En fait, la robustesse ne peut pas être radicale. Elle s'oppose à la radicalité et performante. Toute forme de radicalité, hein, une radicalité écolo, une radicalité d'extrême droite, toute radicalité est coincée dans la performance. En fait, c'est une dérive sectaire. En fait, on est coincé dans un excès de cohérence, en fait. C'est de la cohérence excluante, en fait. Donc, du coup, voilà, la robustesse, elle est modérée par construction. C'est le juste milieu d'Aristote, hein, vraiment. Et sur la première question, oui, le progrès, voilà. Alors, moi, je pensais, en fait, à la sécurité. En fait, la robustesse, c'est tu construis de la sécurité, en fait. Et la sécurité, alors c'est toujours pareil, la sécurité est la version performante et la version robuste. Donc la sécurité en version performante, eh ben, c'est les barricades, les caméras augmentées, c'est tout ça, quoi. Et donc ça, évidemment que c'est hyper fragile, hein. Dès que vous mettez des barricades et des caméras augmentées, le cambrioleur sait que là, il y a quelque chose à aller voir. Donc c'est vraiment très contre-productif. La sécurité en version robuste, c'est d'avoir un fort tissu social, d'être très connecté à ses voisins, à son entourage. Et donc ça, c'est beaucoup plus aléatoire, c'est plus imprévisible, mais c'est de la vraie robustesse. S'il y a un méga feu dans le voisinage, la caméra augmentée servira absolument à rien. Les voisins, par contre, si, peut-être qu'ils ont une voiture qui vont pouvoir vous emmener ailleurs, quoi. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ça, quoi. Et en fait, dans l'évolution, cette adaptabilité qui augmente au cours de l'évolution, eh ben, c'est plus de cordes à son arc, quoi. Mais comme je disais, hein, en biologie, en fait, il y a vraiment les deux, hein. Il y a eu des moments d'hyperspécialisation, notamment dans des moments dans l'histoire ou dans des espaces planétaires où il y avait beaucoup de ressources. Dès qu'il y a plus de ressources, on retombe dans le monde stable, abondant en ressources, et du coup, le vivant, il fait comme nous, hein, il bascule dans la performance et il se crache. Donc, du coup, nous, on en est conscient. Donc, on n'a pas d'excuse. Les humains, par rapport aux non-humains, nous, on a la capacité à spéculer et à modéliser et à se projeter dans l'avenir. Donc, c'est ce que disait Gunther Anders, hein. Il disait, on n'est pas capable de se représenter. Ben, en fait, si, on est capable de se représenter. On a des modélisations. Donc, maintenant, il faut répondre. Il faut prendre ça au sérieux, quoi. Ce que disent les scientifiques. Si on rentre dans le monde fluctuant, et ben, du coup, on va faire de la robustesse, quoi. Laure, tu voulais réagir sur cette question ou sur une autre? Oui, pardon, je ne veux pas non plus trop rallonger, mais je trouve que vraiment c'est absolument passionnant. Et j'ai une question complémentaire. Donc, mais justement en rapport avec la spéculation, est-ce que c'est pas précisément à un moment la spéculation qui est aussi l'ennemi de l'homme, enfin, ou de l'être humain? Parce qu'en fait, il y a toujours le doute qu'on va pouvoir s'en tirer autrement. Et en gros, ce que je me demandais, c'est une question un peu rase-moquette sans doute, mais est-ce qu'on peut se dire qu'il y a une forme d'instinct de survie qui assure qu'on ne va pas, à un moment, effectivement, avoir des stratégies de contournement du risque, d'évitement, de se dire que la technologie va nous éviter l'effort, On est dedans. puisqu'il y a cette fragilité, en fait, de l'être humain qui pense qu'il peut s'appuyer sur, d'autres ressources à venir, pas encore connues et cetera, et qui peut le projeter vers des voies qui seraient des impasses. Oui, alors, donc là, bah, je vais dire trois choses. Je me les note pour pas les oublier. La première chose, c'est que dans le rapport au Club de Rome, hein, de 72, il y avait une prédiction qui faisait l'hypothèse donc, le rapport au Club de Rome, hein, il prédit un événement de basculement dans la première moitié du 21e siècle, hein, donc on est en plein dedans, hein, donc on suit la trajectoire. Mais il y avait d'autres prédictions. Ils avaient fait des scénarios où les humains trouveraient d'autres ressources. Alors c'est très intéressant ces prédictions parce que qu'est-ce que ça prédit en fait? En fait, ça prédit qu'on fait plus de pollution. Quand on a plus accès à plus de ressources, on fait plus de pollution. Ça ne change absolument rien à la date du basculement. Donc en fait, il faut vraiment arrêter d'aller chercher d'autres ressources. Le basculement, il arrive quel que soit le niveau de ressources qu'on obtient.
Donc voilà, ça c'est la première chose. Donc c'est la prédiction et on l'a. Hein. Depuis 72, elle est consolidée maintenant. Donc c'est bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'en fait quand on spécule, en fait dans le sens où on utilise ça pour choisir la fiction à la réalité hein, quelque part, et donc éviter de répondre à tout. Enfin, on répond aux symptômes au lieu de répondre aux causes, quoi. Ben, en fait, on est dans le monde de la performance où on choisit l'aller vers et on refuse de vivre avec. Et donc, c'est mon troisième point, c'est qu'en fait, quand on bascule de la performance à la robustesse, on bascule du temps à l'espace. C'est qu'en fait, quand on est dans la performance, on se projette dans le temps long. Donc, c'est ce qu'on appelle les. Alors, c'est pas les survivalistes, c'est ceux qui font du futurisme, les Californiens, là, hein, qui se mettent dans le monde d'après et qui ont toujours une solution techno-solutionniste pour tous les problèmes, quoi. Donc, ça, c'est là les Verts qui, du coup, bah, commencent à se tromper quand même assez fortement. Et donc, le vivre avec, eh ben, c'est ce que je disais, c'est vivre avec les fluctuations. Alors là, pour ça, il y a les récits de l'imaginaire sont très pratiques. La science-fiction, notamment, la science-fiction, c'est typiquement l'aller vers. Enfin, à la sauce Baudrillard, hein, évidemment. Hein. Baudrillard, dans Simulacre et Simulation, il dit que la science-fiction n'existe pas parce qu'en fait, quand on imagine le futur, c'est qu'on y est déjà. Hein. Mais bon, la science-fiction, c'est plutôt se projeter vers l'avenir, c'est l'aller vers, et du coup, trouver un échappatoire mental en se disant, on veut bien trouver une solution, quoi. Et alors, un autre récit de l'imaginaire, c'est le style heroic fantasy, la fantasy, quoi. On va dire que je ne connais pas bien, mais dans la heroic fantasy, c'est l'inverse. On va dans le passé, c'est plutôt du moyenâgeux, quoi. Hein. C'est le Seigneur des Anneaux, c'est tous ces trucs-là, là, où en fait, on est dans un univers complètement détemporalisé, il n'y a plus de temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Les acteurs, les personnages sont obligés d'avoir de fortes connexions à leur espace. Donc en fait, on pourrait presque relire la fantaisie comme des manifestes écologiques, quoi. C'est écocentrique, alors que la science-fiction est anthropocentrique. Et du coup, bah, on est dans ce moment-là, quoi. Et donc il y a en effet, pareil, vigilance à avoir. Faut pas se faire avoir avec ces discours, voilà, de l'aller vers, quoi. Dans le monde robuste, on vit avec. Merci. Question de Monique Gérard à nouveau. Est-ce que nos 30 000 centenaires sont le fruit de leur robustesse ou celui des performances successives de la médecine? J'ai fait une réponse de Normand, un peu des deux. C'est qu'en fait, il y a eu de la performance en médecine, ça c'est indubitable, hein, et aussi de l'agriculture, hein, d'ailleurs aussi. Enfin, voilà, il y a eu des tas de choses, l'alimentation. Donc, ça c'est le produit de notre performance, en effet. Mais ce qui fait qu'un être vivant dure aussi longtemps, c'est surtout sa robustesse. En fait, c'est quand même très marginal. Faut penser au cerveau. Hein. Le cerveau, là, on est en train de se parler. Là, mon cerveau, il y a des tas de neurones qui sont en train de lâcher. Il y a des tas d'erreurs qui sont en train de se faire, et je suis quand même encore capable de parler. C'est quand même incroyable de robustesse quand même, hein, un cerveau. Hein. C'est un truc qui n'arrête pas d'être lui-même d'être en pleine fluctuation, qui est soumis à des fluctuations, des questions, voilà. Et ça tourne toujours, quoi. Donc c'est ça, le cœur du système, il est très robuste. Et donc en fait, qu'on puisse vivre 100 ans, il y a eu plein d'époques dans l'histoire de l'humanité où les humains ont vécu 100 ans. Donc il n'y a pas besoin d'une médecine hyper high-tech pour qu'on puisse vivre 100 ans. En fait, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de moyenne. Hein. C'est-à-dire que alors je ne suis pas historien, hein, mais il y avait beaucoup de mortalité infantile dans les époques passées, quoi. Et donc, en fait, quand on voit la moyenne de vie des gens, c'était très faible. Mais c'est surtout parce qu'il y avait beaucoup de mortalité infantile, finalement. Et en fait, il y avait quand même des gens très âgés, quoi. Dans l'Antiquité, il y avait des gens très âgés qui arrivaient très bien à vivre très longtemps. Donc, cette robustesse-là, elle est vraiment humaine, quoi. Voilà, c'est bon. Mais la médecine, évidemment, permet de faire passer un peu plus de monde à des âges plus élevés, ça, c'est sûr. Thierry, Ouais, juste, oui, c'est dans la droite fil, dans le droit fil de ce qui est dit là. Parce que une des questions qu'on peut se poser, c'est que dans un système robuste, est-ce que les centenaires seront encore le problème d'un système robuste? C'est-à-dire, est-ce que l'énergie, et oui, parce que c'est quand même ça la question, c'est est-ce que l'énergie et l'investissement qui sont réclamés par le système ne vont pas finalement à l'encontre de sa robustesse, puisque lui, il est là pour perdurer. Ce qui, je ne sais pas Alors, comment vous réagissez à cette. ouais, alors si un système est robuste, hein, il a aucun problème il a des marges de manœuvre. Et donc du coup, qu'il y ait plus D'accord. de personnes qui demandent plus de ressources, il n'y a aucun problème. En fait, c'est un peu c'est alors, j'utilise des mots qui sont mal choisis, hein, parce que appliquer à des humains, c'est très compliqué. Mais le gâchis, le gâchis de ressources, en fait, ou je vais le dire différemment. La circularité, c'est se placer dans les conditions où le gâchis n'est pas un problème.
Donc, quand on est robuste, on a plutôt des stratégies circulaires, où tout est recyclé, tout est régénéré. Et du coup, on peut se placer dans des conditions où on fait du volume, quoi. Il n'y a aucun problème de faire du volume dans un monde circulaire robuste. Et ben, ça veut dire, c'est un peu pareil alors, avec tous les bémols de rigueur pour les humains, en disant, en fait, on peut, dans un système robuste, il peut y avoir plus de gens âgés qui consomment plus de ressources. Ouais, il peut y avoir plus de gens qui consomment de ressources. Et c'est même, ça a été étudié ça, hein. Je vous renvoie à Elinor Ostrom, La gouvernance des biens communs, où elle en extrait 8 principes sur les biens communs. Et en fait, c'est à chaque fois des systèmes qui se maintiennent dans la durée, qui sont des communs dans la durée, parce qu'ils ont suffisamment de marge de manœuvre pour absorber des besoins différents, qui ont plus ou moins besoin de ressources, quoi. Merci Olivier. Merci. Mon cher Merci. Tanguy, on va penser à conclure parce que sinon Oui, on peut, je on peut prends aller loin, mais il y a une question de l'internet. Interlèse, puisque c'est donc du département de l'Eure, entre autres, et premier adjoint au maire, mais vous allez nous le dire, madame. Prenez la parole. Merci beaucoup. Merci d'abord pour votre invitation et cette conférence absolument passionnante. Donc oui, je suis vice-présidente du conseil départemental de l'Eure, en charge plutôt des politiques de solidarité, donc autonomie, lutte contre les exclusions santé et première adjointe de la ville de Louviers, voilà, et à mi-chemin entre Évreux et Rouen. Du coup, en vous écoutant, je me demandais ce que pouvait être un monde politique robuste. Évidemment, c'est lié à ma fonction. Alors, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur la démocratie qui, a priori, voilà, les démocraties qui apparaissent au moment où la performance se plante. Vous avez bien rappelé le contexte de la Révolution française. Mais voilà, qu'est-ce que serait un monde politique robuste ou une vie politique robuste dans un système qui aujourd'hui, en tout cas pour ce qui est de la France, qui est démocratique, mais où on voit bien que c'est justement la question de la performance qui prime. Voilà, il faut être très bons orateurs, décider très rapidement, avoir des indicateurs, parce que là aussi, il y a des indicateurs d'efficacité des politiques publiques, sans qu'on se pose réellement la question de la valeur de ces indicateurs. Il faut tweeter, il faut partager sur Facebook, il faut avoir le plus de likes, etc. Et c'est d'ailleurs un monde très âpre, enfin très difficile, dans lequel moi je survis régulièrement avec un réflexe de revenir à l'essentiel. Voilà, je me dis toujours, je sais ce qui fonde mon engagement politique, et je sais ce qui fonde ma vie, et ce n'est pas la même chose, mais pour autant, voilà, je ne sais pas si on va droit dans le mur, ou si on y va, enfin, ou si on n'y va pas. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de raisons de s'inquiéter. Ce qui donne à espérer dans vos propos ce soir, c'est l'idée que de toute façon, quelque chose renaîtra. Absolument. Absolument. Ben, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que le monde politique qui vient dans la robustesse, c'est le monde de la puissance, hein. C'est vraiment ça. Donc, en fait, c'est un monde très décentralisé où le premier kilomètre de la démocratie, qui est l'association, hein, typiquement, a un rôle beaucoup plus important. En fait, les citoyens ne vont plus voter là actuellement, hein. L'abstention, tout ça se désintéresse, voire même s'affrontent, hein. Si on refait des associations, en fait, on refait du lien social où, en fait, enfin, moi, ce que j'aime bien dans l'association, c'est que c'est des lieux de débat. C'est des lieux de conflit, en fait. Et en fait, on diffuse le conflit. Plus on a des conflits locaux, moins on a des conflits globaux, hein. C'est vrai aussi dans la biologie, d'ailleurs, hein. En fait, quand on relocalise les conflits, on a moins de conflits globaux. En fait, pour dépolariser la société, il faut alimenter les conflits locaux. C'est un peu contre-intuitif, mais en fait, quand on n'a plus de conflits locaux, on les a à des échelles supérieures. Et donc, c'est ça le problème pour moi de la polarisation en politique, mais ailleurs, hein, de la société et du monde en général, c'est qu'on refuse les conflits parce que c'est le confort. Le confort, c'est de ne pas avoir de conflit local, quoi. Alors qu'en fait, il faut avoir des conflits locaux parce que c'est le garant de la paix. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est ça que je dirais. Donc, la décentralisation, elle oblige la friction locale. Et ça, c'est très vertueux pour la paix, quoi. Merci. On va terminer là. Désolé Dominique, je vois que tu lèves la main, mais je voudrais pas qu'on... Si, on prend la question de Dominique. Dernière Allez question. Dominique. Alors attends, dernière question très rapide de Dominique, dernière réponse d'Olivier Amand, et je saisis le fait d'avoir la parole pour vous dire que ceux qui sont encore avec nous, si vous souhaitez
que nous vous envoyons ce tract Gallimard. Vous nous envoyez un petit mail avec l'adresse à laquelle on peut vous l'envoyer. Oui, oui, Édouard, oui. Dominique, à toi, et puis on va faire tout ça en 2 minutes. Et Donc, très Dominique vite Monneron, promis, partagez-y. très vite promis. D'abord, conseiller aussi les lectures des tracts de Monsieur Velu, et entre autres celui sur la critique de la raison industrielle à l'hôpital qui a alimenté ma question et qui rejoint, je pense, par certains côtés, des éléments qu'on a évoqués ce soir. Deuxièmement, une question qui me venait à l'esprit sur la démocratie dont vous venez de parler et l'éloge de la décentralisation. Dans notre univers, on est très confronté à une question d'égalité de traitement des citoyens au sein de la communauté nationale. Donc, comment est-ce qu'on fait pour traiter cette dimension de le bon lieu de la politique, c'est le lieu le plus proche, c'est le dernier kilomètre, pour les raisons que vous avez évoquées, et on comprend bien ça dans la logique de la robustesse, et ces questions de communauté nationale et d'égalité de traitement. Et la dernière question, pardon, je l'avais déjà un peu posée, mais j'y reviens parce que je souhaiterais qu'elle soit traitée en conclusion, c'est l'impression que je retire de tout ce que vous nous avez dit, c'est que pour être robuste, il faut consommer plus de ressources. Hein. Pour produire de la photosynthèse, il faut gâcher 99% de l'énergie solaire. On vit dans un univers qui a le sentiment qu'il n'a pas assez de ressources pour atteindre ses objectifs. Donc ça veut dire qu'il faut encore diminuer les objectifs qu'on souhaite poursuivre, et comment est-ce qu'on fait dans ce cadre-là pour sanctuariser la santé, l'alimentation, la culture, et pardon, j'ai oublié le quatrième, qui vous paraissait essentiel. D'accord. Alors, je vais répondre très rapidement, du coup, sur l'égalité. En fait, bah, la solution robuste à l'égalité, ou la version robuste de l'égalité, c'est l'équité. Dans l'équité, en fait, c'est une stratégie incohérente parce qu'on va pas donner tout le monde, on va pas donner la même chose à tout le monde, mais c'est pour rattraper les décalages, quoi. Donc, bah, c'est ce qu'on fait déjà dans nos sociétés, hein, la redistribution, tout ça. En fait, c'est une forme d'équité qui va contre la performance, qui aurait plutôt tendance à valoriser ceux qui sont très forts et à enfoncer ceux qui vont pas très bien. L'équité, c'est pour rééquilibrer les choses. Et donc, en fait, les stratégies équitables sont des stratégies de robustesse. Et donc actuellement, dans un monde qui devient de plus en plus inégalitaire, autant dire que c'est à l'agenda. Bon, je réponds rapidement. Et sur le plus de ressources, alors qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, je ne me souviens plus, je vais aller trop vite. Du coup, vous voyez, là, trop de performance, je suis moins robuste. Sur l'excès de ressources, alors, en effet, on peut avoir cette impression-là, qu'il faut avoir beaucoup de ressources pour faire de la robustesse. En fait, il faut aussi réaliser que en fait, c'est aussi parce qu'on est assez maladroit. Il y a des choses qu'on peut faire où ça demande plus de ressources en temps. En fait, on va remplacer l'abondance matérielle par l'abondance des interactions. C'est ça qui se passe. Dans le monde de la performance, on utilise beaucoup de matière pour gagner du temps. Dans le monde de la robustesse, on utilise beaucoup de temps pour préserver la matière. C'est typiquement le monde de la bioéconomie circulaire, quoi, hein, où en fait tout est régénéré en permanence et du coup, en fait, il y a beaucoup de volume, mais et ça prend plus de temps, mais au final, on consomme moins de ressources au sens total, quoi. C'est plutôt le temps, la valeur qu'on va utiliser, quoi. Parfait. Merci, Olivier, de répondre précisément à chacune des questions. Je trouve qu'on a bien pris le temps de poser les questions et donc on a bien suivi les principes que tu nous as rappelés. Je rappelle que cette réflexion que tu as extrêmement stimulante s'inscrit aussi pour nous dans un cycle de réflexion. On a nommé l'IA, on a eu récemment plusieurs réflexions sur ce sujet. On a aussi accueilli Gabriel Alperne qui nous a invités à réfléchir à l'hybridation. Et donc, ça résonne de manière très forte par rapport à ton sujet. Donc voilà, ça va nous aider à dresser une espèce de cartographie de la manière dont la vulnérabilité peut agir sur la transformation des personnes et des systèmes. Et donc, un grand merci pour cette extrêmement riche contribution. Merci beaucoup, Olivier, à chacune, et c'est une bonne soirée.